Et donc, pour compléter l'étude sur les stades de développement de l'enfant, on a parlé hier des 0 jusqu'à 6 ans. Et parfois, un enfant est en révolte, il a même entre 4 et 6 ans, parce qu'il a l'impression que ses parents ne sont pas justes avec lui, ou ses parents lui ont menti, ou quelque chose comme ça. Et parfois, la révolte est terrible, et il faut savoir s'asseoir avec l'enfant, et en quelque sorte lui tirer les vers du nez. Quand on dit qu'est-ce qui ne va pas, il ne veut pas vous le dire. Et il faut attendre, et il faut poser des questions, et jusqu'à ce qu'il sache que nous voulons vraiment savoir ce qui ne va pas, de son point de vue. Quand il sait qu'on va l'écouter, et qu'on ne va pas forcément contester, mais on va l'écouter jusqu'au bout, il se sent libéré pour parler. Et quand on sait ce qui le gêne, on peut traiter le problème. Mais les enfants, il faut les traiter tous de la même manière concernant les règles. Parfois, il y a des enfants, les autres pensent qu'un enfant est favorisé par rapport aux autres. 2 enfants font à peu près la même bêtise, mais les sanctions ne sont pas les mêmes. L'un n'est pas sanctionné parce qu'on est en journée où on est euphorique, et l'autre est sanctionné un autre jour pour la même faute parce que les parents sont énervés. Et donc, il repère très rapidement. Tu favorises mon frère, ma sœur, tu es un favori. Et parfois, il y a une raison. Ton frère, il a 2 ans. Donc, toi, tu as 5 ans. Tu comprends mieux que lui, c'est pour ça que tu es sanctionné plus que lui. Une fois qu'on explique pourquoi il y a une certaine différence, l'enfant peut le comprendre. Mais s'il part du principe et il part en vrille et non, il y a du favoritisme, il faut savoir l'expliquer ou bien dire oui, excusez-moi, et puis je vais mettre les choses en règle. Bon. Alors maintenant, abordons les 7 à 12 ans. Maintenant, à 7 ans, l'enfant sait bien parler, il sait lire, il va à l'école, il est autonome pour manger. Normalement, il sait se laver, il faut quand même le surveiller, parce qu'il y a des enfants, ça devient sale parce que maman pense qu'il sait, il sait, mais il ne fait pas. Il sait ranger sa chambre, il peut apprendre à défaire son lit, amener ses draps au linge, refaire son lit, il peut passer l'aspirateur, très souvent, il peut commencer à faire la vaisselle, et il faut insister sur un travail bien fait. Il faut lui dire non, il faut faire mieux que ça, et insister qu'il le fasse bien. Mais quand il a bien fait, il faut savoir le féliciter. Je suis fier de toi. Tu as vraiment bien fait ton lit ce matin, c'est vraiment bien. Alors, il est valorisé. Et c'est important de renforcer les choses qui sont bien faites. C'est souvent à ce stade que les parents commencent à se relâcher parce qu'ils pensent que l'enfant n'a plus autant besoin d'eux. Mais ils ont besoin de nous dans un autre sens. Lorsque l'enfant grandit, il faut même augmenter le temps passé avec lui. Beaucoup de parents pensent le contraire. L'enfant, il n'a plus besoin de moi pour manger, donc il mange tout seul. Moi, je peux faire autre chose. Non, il a besoin de cette présence, il a besoin des conversations. C'est là qu'on va enseigner, on va lui parler, on va le solliciter, entendre ce qu'il dit. Parce que là, maintenant, il sait exprimer ce qu'il pense. Mais que pense-t-il ? Si on ne lui pose pas des questions, il ne va pas nous dire comment il pense. Il se peut qu'il pense complètement de travers et on ne le sait même pas, parce que le comportement est à peu près correct. Ne lui permettez pas de croire que vous n'avez pas le droit d'entrer dans sa chambre. Bon, les ados, surtout, ils mettent le sens interdit sur la porte de leur chambre, genre propriété privée, vous n'avez pas le droit d'y entrer sans ma permission. Ça, c'est totalement faux. C'est vous qui payez le loyer, hein? Donc, vous avez le droit, on a le droit d'entrer en tout temps dans la chambre de son enfant pendant son enfance et son adolescence. On a le droit de regarder ses livres, on a le droit de voir ce qu'il regarde comme DVD, s'il en a, ou des CD. C'est à cet âge-là qu'on peut l'aider à évaluer la valeur morale d'une œuvre et faire de bons choix. Il faut parfois regarder sur les matelas de temps à autre. Il y a de très nombreux dans le monde, et même dans les cercles chrétiens, on peut être à l'école, recevoir un très mauvais magazine en garçon, mettre sur le matelas. Je me souviens d'un frère qui m'a dit,
Moi, j'ai regardé sur le matelas de mon père, j'ai trouvé des magazines que je n'aurais jamais dû trouver. Je les ai regardés et maintenant, je suis accro à la pornographie. Et donc, c'est terrible. Donc, il faut voir ce qui se passe chez l'enfant. Il ne faut pas avoir peur de fouiller. Ne pensez pas que vous connaissez toutes les personnes qui influencent votre enfant. Il y a des gens qui peuvent avoir une grosse influence dont vous ignorez l'existence. Sachez qu'il peut avoir une double vie, en comportement et en langage avec vous, et un tout autre comportement et langage à l'école. Dans nos camps d'adolescents notamment, ils parlent souvent de ce problème. C'est leur plus grand problème. Ils ont une façade pour la maison et pour l'église, et ils ont une autre façade pour l'école. Parce qu'ils trouvent très difficile de braver la moquerie s'ils affichent leur foi, et donc peu à peu ils tombent dans une sorte de double jeu. Et ils en sont très malheureux parce qu'en ado, il veut être entier, il veut être vraiment, il ne veut pas faire l'hypocrite comme certaines grandes personnes. Et pourtant, il se trouve en train de faire ce qui l'horripile. Alors, il est très mal dans sa peau parce qu'il sent qu'il n'a pas la colonne vertébrale pour tenir ses convictions. Et c'est terrible. Il est essentiel de connaître tous ses camarades proches, tous ceux qui l'influencent, les faire venir à la maison, avant de lui permettre d'aller chez eux, rencontrer les parents avant de leur confier votre enfant, même pour 1 heure. Un enfant de cet âge, de 7 à 12 ans, surtout 7 à 9 ans, il veut raconter sa journée à ses parents. Il a envie de leur parler de sa journée. Dès qu'il rentre de l'école, au repas, quand la maman a le privilège d'être à la maison quand les enfants rentrent, et ça c'est vraiment, quand c'est pas possible, c'est extrêmement triste. Les deux enfants qui ont la clé au-dessus du cou et qui s'introduisent dans leur logement, et il n'y a ni maman ni papa, et ça arrive parfois à un très jeune âge. Mais si la maman peut être là quand l'enfant rentre, on fait le goûter, c'est essentiel, si elle peut, de s'asseoir avec lui, ne serait-ce que quelques minutes. Il prend le goûter et il raconte sa journée. Et il le fait spontanément, s'il sait que maman ou papa s'intéresse à l'entendre. Et puis, il faut l'écouter. Parfois, des choses, ouais, ça détaille, tu n'as pas besoin de me raconter. Raconte-moi l'essentiel. Mais il raconte comme il raconte, hein. Et il faut être là pour l'écouter. Et là, il révèle généralement ce qui s'est passé, ses joies et ses peines, et on peut discerner, il y a une situation de danger pour lui dans ce domaine-là, et on peut le régler. Mais si il entre, on dit, voilà ton goûter, et puis maman fait autre chose, mais tu sais maman, aujourd'hui, écoute, j'ai pas le temps, tu me diras papa ce soir, il va se murer et il ne parlera pas ce soir. Et après, on dira, mais raconte-moi ta journée à l'école. Il ne racontera rien. Pourquoi? Parce que quand il voulait raconter, on n'avait pas le temps de l'écouter. Et même parfois, maman dit, je vais gagner du temps, je vais faire le repas, moi je le dos à l'enfant, je travaille, voilà, et puis je fais du bruit et je remue mes casseroles, et l'enfant parle, et maman, oui, parle encore, je t'écoute. Il a l'impression, comme vous, si vous parlez à un adulte qui... moi, il ne m'écoute pas vraiment. Il veut qu'on entende ma voix, mais il ne m'écoute pas. Mais quelques minutes assis à côté de lui, en face de lui, à l'écouter, à lui poser des questions, là, il sait qu'il est écouté, là, il sait qu'on s'intéresse à lui. C'est cette attitude d'écoute attentive qui va le convaincre qu'on l'aime vraiment et qu'on s'intéresse à lui. Et vous savez, le plus grand don qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de s'asseoir en face de cette personne et de l'écouter attentivement sans l'interrompre. Et quitte à poser des questions pour comprendre un peu mieux, la personne se sent valorisée et dit ça c'est vraiment un ami, c'est quelqu'un qui m'écoute. On voit les psychologues, les psychiatres, les gens payent très cher pour trouver quelqu'un qui va les écouter et comprendre et poser des questions. Un être humain a besoin de ça plus que toute autre chose. C'est là où, quand il est écouté, il sent qu'il a de l'importance, il a de la signification pour quelqu'un. Et donc, nous les parents, c'est essentiel de prendre ce temps d'écouter parler ses enfants. Alors, le repas de famille,
C'est un moment privilégié pour parler de la journée. Il faut permettre à chacun de parler à son tour, même les plus petits. Parfois, il y en a un qui monopolise la conversation. Presque toutes les familles en ont un qui est très expansif, il va parler tout le temps, et les autres ne parlent pas. Et puis on l'écoute, c'est intéressant. Et puis il faut savoir dire, bon, Junior là, merci, tu as beaucoup parlé. Et toi, la petite, comment était ta journée? Eh bien, moi, j'étais à l'école. Et l'autre, mais non, mais attends, c'est ta petite sœur, on veut entendre aussi sa journée, c'est important pour nous d'écouter ta sœur, tu sais, et puis poser des questions, et puis elle est contente, et elle est valorisée. Hein? Et donc, on doit jouer parfois aux arbitres. Quand on montre à un petit enfant qu'on a du respect parce qu'on l'écoute, on le questionne, on écoute ses réponses, devant les grands comprennent qu'ils doivent aussi respecter les petits frères et les petites sœurs. On a des choses très attendrissantes dans le camp. On a des ados et des juniors. On a des malabars comme ça qui ont 17 ans, 16 ans, des costauds comme ça. Puis on a des petits garçons, des petites filles qui ont 8, 9 ans. Et c'est extrêmement touchant pendant les temps libres de voir parfois un grand gaillard assis à la table de pique-nique et puis 2, 3 petits-enfants de 8 ans autour de lui en train de lui raconter des trucs et tout. Et puis ils les écoutent et ils rigolent ensemble et après ils vont jouer ensemble. Et vous êtes rempli d'admiration parce que cet enfant de 17 ans fait les grands frères et grandes sœurs. Et quand les moments de partir arrivent, ils viennent, les petits, et puis ils entourent les ados avec leurs bras, ils pleurent et tout, il faut que tu me téléphones, oui, voilà quoi. Et puis les parents arrivent, alors ils vont vite vers l'ado et disent, papa, regarde, ça c'est mon ami. Et puis le gars, il est là. Et puis les parents, ils sont scotchés parce qu'ils disent, mais quand même, c'est impressionnant. Donc, ce lien entre les grands et les petits, c'est quelque chose de très attendrissant. Et si les grands voient que nous respectons les petits et tout ça, ils vont aussi, et qu'on les respecte eux, ils vont avoir tendance à avoir le même amour envers leurs petits frères et leurs petites sœurs. Le repas doit vraiment essayer d'être pris sans distraction. Ne craignez pas de raconter vos difficultés aussi dans la journée. Papa peut dire, mais vous savez, à l'usine, ma journée était difficile, ou je vous raconte une histoire qui s'est passée, sans tromper les autres. Mais les enfants peuvent comprendre, mais ce n'est pas facile pour mes parents non plus. On peut partager un petit peu. Les enfants, ils vont rentrer, ils vont dire, papa, comment était ta journée? C'était bien, ton travail? Oui, aujourd'hui, c'était mieux. Et puis, j'ai prié le Seigneur, il m'a aidé, et puis... Alors les enfants, ils entendent, puis on peut prier le Seigneur dans la journée, à l'école aussi. Et puis, on partage les joies et les peines. Ça soude une famille ensemble. Le repas du soir, il faut donner un soin essentiel, bien le présenter, mettre la vaisselle, faire les plats, jamais devant la télé ou avec la radio. Quand on est vieux et retraité, et puis il n'y a pas d'enjeu, et on dit, tiens, je vais regarder les infos de 20 heures en mangeant mon... Bon, ça, c'est pas un problème, ça, c'est les parents qui vont... Mais quand les enfants sont là, non, c'est un moment privilégié autour de la table. Et si on fait un culte de famille, très souvent, le meilleur moment, c'est juste après le repas du soir. Même avant de nettoyer, on enlève les assiettes, on pousse les affaires, on nettoie un peu la table, mais si on dit, voilà... Dans une demi-heure, rendez-vous au salon pour le culte. Alors, si vous avez les ados qui ont des devoirs, partir dans la chambre, interrompre ça pour revenir pour le culte de famille et revenir dans la chambre, c'est presque impossible. Tout le monde est là, on a bien discuté ensemble. Quel meilleur moment pour sortir la Bible, une histoire pour enfants, autour de la table, 10, 15 minutes, 5 minutes, suivant l'âge des enfants, une prière et... Tout le monde peut passer sa soirée et on a passé ce temps ensemble. Une autre idée qui peut vraiment donner de la joie à la famille, c'est faire une soirée familiale spéciale, même chaque semaine. C'est souvent le vendredi soir, si les enfants n'ont pas classe le samedi. Alors là, on peut laisser aller son imagination, on peut faire
Il y a beaucoup de familles, nous on a fait ça souvent, mais nos enfants aussi, soirée pizza vendredi soir. Hein? Soit on les fait commande, soit on les fait soi-même, soit les enfants aident. Alors si on aime pizza, glace ou gâteau, et ce que les enfants aiment vraiment, ce que la famille aime vraiment, on fait le repas vendredi soir, c'est détendu. On peut jouer à divers jeux de société, regarder une bonne vidéo, après avoir fait le culte en famille. Si la famille aime chanter, c'est encore mieux. On peut chanter des chants avec une guitare ou un piano ou simplement comme ça. C'est un moment important pour souder la famille ensemble. On peut blaguer, on peut rire, voilà. On peut jouer souvent, les petits-enfants, on joue par terre avec papa, voilà. Et c'est un moment vraiment convivial. C'est la fête. Et à ce moment-là, les parents se mettent vraiment, ils font ce qui intéresse leurs enfants. Et puis on fixe une heure quand même. Et on le dit à l'avance, jusqu'à telle heure, peut-être un peu plus tard que d'habitude, parce que demain, c'est samedi, on n'a pas classe. Mais bon, quand on fixe une heure, on le fixe à l'avance, on le dit, et quand l'heure arrive, voilà, c'est l'heure. Et les enfants, oui, c'est vrai qu'ils ont dit que c'était l'heure, on arrête là, c'est bien, et on part joyeusement au lit. Mais c'est un moment où vraiment les enfants ont besoin de voir les parents se détendre avec eux. Il est bon d'avoir un roulement pour les tâches ménagères, telles que le ménage, la vaisselle, le débarrassage de la table, le balayage de la salle à manger et toutes les tâches dont les enfants sont capables. Ils ne doivent pas être payés pour ça. Ça ne doit pas jamais être en ligne de compte, je te paye 5 € par mois si tu débarrasses la table. Non, il a sali comme tout le monde, il peut débarrasser aussi. Les garçons et les filles apprendront ce qui concerne la maison. Même, il y a certaines cultures où je connais les mamas, je dis bien mamas, je pense surtout espagnol, qui disent, moi je ne veux pas que les garçons viennent dans la cuisine. La cuisine, c'est maman. Mon mari, tu n'es pas dans la cuisine, moi c'est moi qui m'en occupe. Je fais la cuisine, je lave la vaisselle, c'est comme ça chez nous. Ok, c'est comme ça chez vous. Mais pensez à votre garçon. Tout le monde ne se marie pas à 18 ans. On peut peut-être vivre seul pendant des années. Est-ce que j'ai pris le temps de montrer à mon garçon comment faire la vaisselle, comment passer un aspirateur, comment repasser une chemise, comment faire du linge en adolescence? Et on peut préparer son enfant à l'autonomie, les garçons comme les filles. Et quand mon garçon aura une épouse qui sera trop fatiguée parce qu'on a 5 enfants en bas âge, est-ce que mon garçon va faire, mais ma mère ne m'a jamais fait intervenir, ce n'est pas mon truc, toi tu dois tout assumer toi-même, ce n'est pas mon problème. Si on n'a pas la même culture que lui, ça va vraiment engendrer des problèmes. Et donc, il n'y a rien de masculin ou de féminin à faire le ménage. Hein. C'est une activité humaine, tout le monde peut le faire. Et donc, c'est important que les garçons jouent leur rôle également. Alors, il peut apprendre à recoudre un bouton, réparer une déchirure avec une aiguille et un fil. Il peut apprendre et doit apprendre, les filles aussi, le balayage, l'époussetages, passer l'aspirateur, passer la serpillière. Toutes ces choses, on peut les apprendre avant de devenir ado. Si l'enfant a l'habitude de le faire avant d'avoir 12 ans, à 13 ans et 14 ans, il va continuer à le faire. Il l'a toujours fait, il le fait. Mais s'il n'a jamais appris, on dit, maintenant mon enfant, tu as 15 ans, on va t'apprendre à faire la serpillière. Attends, moi j'ai 15 ans, hein, je ne veux pas faire les serpillières, ça, c'est maman qui le fait. Il n'a jamais appris, et puis on ne lui a jamais habitué. À cet âge aussi, entre 7 et 12 ans, il est essentiel de repérer des occasions de faire des compliments à notre enfant. Autant on le reprend quand il fait le mal, autant il faut le féliciter, lui dire qu'on est fier de lui quand il réussit quelque chose. Parfois simplement, il a fait quelque chose de tout à fait normal, mais avec une bonne attitude. Et il n'a pas toujours une bonne attitude. Alors, il faut sauter sur l'occasion. Écoute, Junior, je vais te dire quelque chose. Oui, papa, le regard dans les yeux, j'ai vraiment apprécié ton attitude. J'ai vu que tu as fait le ménage et je sais que ce n'est pas toujours plaisant, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que tu as vraiment fait avec une bonne attitude et je voulais te dire, papa et maman, on est touchés par ça. C'est pas grand-chose, hein, mais l'enfant,
on a renforcé en lui le désir de faire avec une bonne attitude. Si on dit, écoute, tant que ça va bien, moi je dis rien. Quand ça va mal, je lui tombe dessus. Il se dit, la seule manière pour moi de faire en sorte que mes parents s'intéressent à moi et me parlent, c'est de faire des bêtises. Parce que là, je suis sûr qu'ils me parlent. J'aime pas quand ils me parlent, mais au moins ils me parlent. J'existe pour eux. Mais quand je fais comme ils disent, ils ne me disent rien. Bon, là, moi, je veux qu'ils s'intéressent à moi. Et il y a beaucoup d'enfants qui font des bêtises parce que c'est à ce moment-là que leurs parents s'intéressent à eux. Tellement on a besoin d'être reconnu, d'exister. Et donc, on peut renforcer leur signification et bâtir leur image en les félicitant, les yeux dans les yeux quand ils font quelque chose de bien. Il faut guetter des opportunités. C'est le renforcement positif. Ne comparez jamais l'un de vos enfants avec un autre. Et ça, on l'entend souvent. Regarde ta grande sœur. Tu vois, elle est gentille, elle est jolie, elle obéit à papa et maman, elle range sa chambre, et toi, espèce de, voilà, pourquoi tu ne peux pas être comme elle? L'enfant va commencer à haïr sa grande sœur. Et les enfants sont différents. Et un enfant turbulent, s'il faut mesurer comment il progresse en sagesse et pas pourquoi il n'est pas comme l'enfant que l'autre qui est placide. Il y a des enfants, ils sont placides. Je veux dire, ils n'ont jamais de crise de colère. Et d'autres, c'est un volcan perpétuel. Quand eux sont vraiment tranquilles pendant une demi-heure, c'est un exploit pour eux. On peut les féliciter. L'autre, il est tranquille pendant 3 jours. Il n'a aucune peine à l'être. C'est ça, dans sa nature. On ne peut pas dire « je te remercie d'être placide ». Il est comme ça. Peut-être il ne prend pas trop d'initiative. Et quand il prend l'initiative, là, on peut le renforcer. Donc, il ne faut pas les comparer. Enseignez à chacun qu'il est unique, qu'il a des dons différents des autres, et vous les aimez pour ceux qui sont. Ne projetez pas sur vos enfants vos ambitions personnelles ou ce que vous auriez voulu faire. On a des amis, la maman n'a jamais pu avoir de l'instruction, elle sait à peine lire. Elle voulait à tout prix que son enfant ait le bac. À tout prix, à tout prix. Il a redoublé la terminale, tout le monde a prié, il n'a pas eu le bac. Il va faire autre chose. La maman était très déçue. Pourquoi? Parce qu'elle veut que son enfant fasse des choses qu'elle n'a jamais faites. Elle a fixé la barre, mais lui n'a pas la capacité. Mais il est doué dans d'autres domaines. Et donc, il vaut mieux être un cantonnier, vertueux et rempli de l'Esprit de Dieu et équilibré, qu'être un grand ingénieur qui est malade de toutes sortes de stress et pour lequel on n'a pas été fait. Nous devons aider nos enfants à trouver ce qui les passionne, montrer-leur un peu ce qui existe, aider-les à se connaître pour les guider dans leur bon choix. Comme dit le dicton, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Hein? Donc, tous les métiers sont vertueux. Bien sûr, cet âge est idéal pour amener votre enfant à Christ. La moyenne des enfants qui acceptent le Seigneur, c'est 9 ans, la moyenne. Il aura pu le recevoir bien plus jeune, présenter souvent l'Évangile. Par la discipline, l'enfant comprend qu'il est un pécheur. De manière générale, dans une famille chrétienne, souvent ça arrive. Un soir, il vient après un culte en famille et puis on voit qu'il est troublé, qu'il pleure. Papa, maman, je veux recevoir le Seigneur. Il est prêt. Et là, vous cueillez le fruit. Une fois qu'il a prié sincèrement, il faut lui montrer qu'il est sauvé pour toujours et qu'il ne peut jamais être perdu. Après, vous avez des enfants qui font une prière à 4-5 ans et à 9 ans, ils disent « Papa et maman, j'aimerais recevoir le Seigneur ». J'ai parlé l'autre jour avec une maman qui a dit « Mais non, mon enfant, il était sauvé à l'âge de 3 ans et demi. J'étais là, il a prié avec moi, je lui ai fait une prière, il a répété après moi, je sais qu'il est sauvé. Mon petit, tu es sauvé. » L'enfant dit « Mais moi, je ne me souviens pas, il y a maintenant 10 ans. » Non, voilà, mais il ne se souvient pas. S'il ne se souvient pas, eh bien, et il dit « Je vais être sauvé », il faut le prendre là et faire avec lui. Et puis, ça va l'aider, mais il ne faut pas dire « Maman se souvient, donc toi tu es sauvé ». Ça ne rime à rien. Parfois un enfant, oui là, donc j'ai parlé avec ça. Ne pas permettre à un enfant de bouder.
Oh là là! Les enfants de boudeurs sont des enfants qui vont avoir beaucoup de problèmes. Ça commence avant l'âge d'1 an. On tape les pieds. À 2-3 ans, on se jette par terre. On tape les 4 membres par terre. Après, on arrête ça, mais on roule les yeux. Ça, c'est les ados. Viens ici, Junior, fais ce que je t'ai dit. Et puis, on souffle. On dit rien, mais on fait comprendre. C'est une mauvaise attitude. Et avant qu'il en arrive là, s'il arrive là, c'est qu'on n'a pas traité plus tôt. Mais il faut interdire de bouder. On souffle et on se plaint. Cherchez à instiller plutôt une attitude de reconnaissance jour après jour pour écraser cette rébellion. Le soir, on peut écouter l'enfant raconter sa journée et l'aider à voir des aspects positifs. Comment était ta journée? Qu'est-ce qui était bon? De quoi tu es reconnaissant? Plus tard, on peut lui demander de nous dire ce qui était positif dans la journée. On peut prendre le temps de remercier le Seigneur avec lui pour les bénédictions de la journée. Cela l'aide à développer une attitude positive et reconnaissante. Si on discipline l'enfant parce qu'il boude, mais on ne l'aide pas à devenir reconnaissant, ben, il a tendance à voir les choses négatives de la journée. Oui. Ah oui, oui. L'autre jour, on était à Aubusson dans notre petite nouvelle église et on a amené notre petit-fils avec nous. Alors, viens raconter. Ah oui. Oui, la veille, on avait notre petit-fils avec nous, on l'a gardé le week-end. Et dans leur famille, de quoi vous êtes reconnaissant. Et puis papa sort incarné. Et il note les sujets de reconnaissance, la famille, tous les soirs, ils font ça. Et alors, Anthony, de quoi tu es reconnaissant ce soir? Mais on n'a pas le carnet. Alors, il pensait que s'il dit un sujet, il faut le mettre dans un carnet. Il n'y a pas de carnet, je ne peux pas dire, voilà. Mais tu peux le dire quand même, hein, parce que le Seigneur, il entend. Le lendemain, on était au culte, et j'ai dit aux gens, de quoi vous êtes reconnaissant? Je n'ai pas pensé à lui, et lui, il a comme ça, 5 ans, la main comme ça. Oui, Anthony, mais moi, je suis reconnaissant parce qu'il fait beau et qu'on est dans cette jolie église. Alors, les adultes qui étaient là, j'ai dit, ne vous étonnez pas, je vais vous expliquer pourquoi il a levé la main immédiatement, parce que tous les soirs, dans leur culte de famille, il faut donner un sujet de reconnaissance, c'est obligatoire. Alors, il a l'habitude. Et dès qu'il entend le mot reconnaissance, il lève la main parce que, voilà, il faut qu'il donne son sujet. Et il en trouve toujours un. Alors, j'ai dit à ces personnes plus âgées, si ça ne vous inspire pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais c'est une excellente chose dans le culte de famille, dire aux enfants de quoi vous êtes reconnaissants. Mon père, il pompait pour avoir les sujets. Je ne sais pas, je me souviens, j'avais peut-être 8-9 ans, je ne sais pas. Est-ce que tu as mangé ce soir? Oui. C'était bon? Oui, c'était bon, oui. Alors? Oui, je suis reconnaissant pour le bon repas que j'ai eu ce soir. Bravo, alors Thomas, toi tu es reconnaissant. Je ne vois pas. Où est-ce que tu vas dormir cette nuit? Mais dans mon lit. Et alors, il est confortable? Oui, il est bien, oui. Et alors? Oui, ben, je suis reconnaissant pour le lit que j'ai pour dormir. Eh bien, Daniel, quel est ton... Alors, on avait compris, quoi. On n'y échappait pas. Il fallait toujours un sujet. Le soleil qui a brillé aujourd'hui, mais c'est bien. Tous les sujets étaient bienvenus. Il n'y avait pas de problème. Mais il fallait dire quelque chose. Et la culmination de ça, c'était en 96. Mes parents avaient un accident de circulation et ma mère est décédée. Et donc, nous, on est rentrés et mon père était aux soins intensifs. Il était enveloppé de toutes sortes. Et puis, il était tout petit, il avait des côtes cassées, la clavicule cassée. On voyait qu'il avait beaucoup de douleurs aux soins intensifs. Et nous, les 5 garçons, 2 de France et 3, on était autour de son lit. Et puis, on le voyait là, il était là, et puis il nous regardait, les 5 costauds. Puis, il a dit, « Alors, les garçons, de quoi vous êtes reconnaissants? » Et là, on a fondu en larmes. C'était trop fort. Non, mais comment peut-il poser la question, vu comment il est, et maman qui vient de décéder? Mais la reconnaissance,
c'est quelque chose qui est absolument merveilleuse. On ne peut pas être reconnaissant et être déprimé en même temps. On ne peut pas être reconnaissant et se plaindre en même temps. Et plus tôt les enfants auront appris ça, à le dire et à nous à développer ça, ça développera aussi de l'humilité. Parce qu'on ne peut pas être à la fois reconnaissant et orgueilleux. C'est impossible. Donc, on estime qu'une personne est 100% enfant à l'âge de 7 ans et on espère qu'elle est 100% adulte à l'âge de 21 ans. Mais à 12 ans, peut-être certain que l'enfant a atteint l'âge de la raison et qu'il peut vraiment comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier que Dieu nous donne la grâce de les voir venir au Seigneur avant l'âge de 12 ans ou à l'âge de 12 ans par là et ne pas dire quand ils auront 18 ans, ils feront son choix. Non, mais c'est à nous de leur montrer la beauté de Christ par notre témoignage pour que lui ait le désir de recevoir le Seigneur.